Pour l'exercice 52, on nous dit, soit f, la fonction définie par f de x est égale à 2 sur sinus de x plus 3. Première question, justifier que f est défini pour tout x de R. Donc, ici, on observe qu'on a un quotient. Et donc, pour que ce quotient soit défini, il faut qu'on n'ait pas de 0 au dénominateur. On doit donc expliquer que le sinus de x plus 3 ne peut pas prendre la valeur 0. On sait que le sinus de x est compris entre moins 1 et 1, et on comprend que si on lui rajoute une quantité aussi grande que 3, il va suffisamment s'éloigner de 0 pour ne pas donner un dénominateur nul, c'est-à-dire que le sinus de x plus 3 ne pourra pas être égal à 0. Donc, on part de l'encadrement de sinus de x entre moins 1 et 1, et on doit rajouter notre plus 3 à chacun des membres de cette double inégalité. Moins 1 plus 3 nous donne 2, on obtient sinus de x plus 3, et 1 plus 3 nous donne 4. Donc, le sinus de x plus 3 est supérieur ou égal à 2. Et comme il est supérieur ou égal à 2, qui lui-même est strictement plus grand que 0, donc le sinus de x plus 3, on peut clairement dire qu'il est strictement plus grand que 0. Et donc, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur ici. Tout l'ensemble de définitions de f est égal à R. Maintenant, pour la question 2, on nous dit de calculer f' de x. On peut commencer à justifier l'ensemble de dérivabilité. On sait que le sinus est dérivable sur R. Et par conséquent, sinus de x plus 3 va être alors dérivable sur R. Rajouter une constante ne change pas l'ensemble de dérivabilité. Or, on a expliqué que cette quantité elle est strictement positive, donc elle ne s'annule pas. Par conséquent, son inverse est alors dérivable sur R, car le dénominateur est dérivable sur R sans s'annuler. Et donc, en multipliant par 2, cette quantité, on obtient f, et donc f est dérivable sur R, car multiplié par 2 ne change pas l'ensemble de dérivabilité. Donc on peut dire que f est dérivable sur R comme le double de l'inverse d'une fonction qui est dérivable sur R sans s'annuler. Donc l'inverse de la fonction est ici, la fonction est elle-même ici, et son double donne f. Car 2 fois cet inverse, ça nous fait 1 fois 2 qui nous donne 2 au numérateur. Ensuite, pour dériver f, on commence par remarquer que f est de la forme un nombre constant, ici 2, fois 1 sur v, dont on connaît la dérivée. Et donc, pour trouver la dérivée, on sait que si un nombre multiplie une fonction, en dérivant le même nombre constant va multiplier la dérivée de cette fonction. Et la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Et on connaît très bien que la dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de plus 3, c'est 0. Donc, on n'écrit rien. Donc, comme notre fonction est dérivable sur R, on met pour tout x appartenant à R, la dérivée de f, on a dit qu'il y a un 2, donc on écrit ce 2, fois, ici on a précisé que c'est moins v', le v' c'est le cosinus de x, donc moins cosinus de x, sur v carré, le v c'est le sinus de x plus 3, donc sur sinus de x plus 3 au carré. Et pour que les deux signes ne se suivent pas, on peut rajouter des grandes parenthèses. Ensuite on effectue les calculs, le 2 peut rejoindre le cosinus au numérateur, et avec le moins, ça nous fait moins 2 cosinus de x sur sinus de x plus 3, le tout au carré. On obtient ainsi là l'expression de la dérivée de f. Ensuite, pour la question 3, on nous dit en déduire, donc à l'aide de cette expression, les variations de f sur l'intervalle moins pi. Donc on rappelle ici le lien entre signe de la dérivée et variation de la fonction. Dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante, dérivée nulle, fonction constante. Donc nous ici, ce dont on a besoin, c'est le signe de la dérivée. Donc on observe cette dérivée, on voit qu'on a un moins 2 qui est tout le temps négatif. On a le carré d'un nombre réel ici qui est tout le temps positif. Et donc ce qui nous reste à déterminer, c'est le signe de cosinus de x sur l'intervalle moins pi. Donc pour cela, on trace rapidement le cercle trigonométrique. Donc quand on se déplace de moins pi jusqu'à pi, on voit qu'on commence d'abord avec des cosinus qui sont négatifs. Et ensuite, lorsqu'on arrive ici à moins pi sur 2, le cosinus est alors nul. Donc on peut commencer à faire le tableau de signes du cosinus. À partir de moins pi sur 2, il s'annule. Et avant d'arriver à moins pi sur 2, on avait vu que les cosinus sont négatifs. Et ensuite, quand on est en moins pi sur 2, lorsqu'on avance ici, on a des cosinus positifs. On dépasse même 0, on garde toujours des cosinus positifs, jusqu'à ce qu'on arrive à pi sur 2 où le cosinus s'annule encore. Donc en pi sur 2, le cosinus s'annule, et entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on n'a que des cosinus positifs. Donc ici, sur cet intervalle, le cosinus est positif. Puis quand on part de pi sur 2 à pi, on obtient alors des cosinus qui sont négatifs. Donc entre pi sur 2 et pi,
on a alors des cosinus qui sont négatifs. Donc maintenant, on a le signe de moins 2 de cosinus de x ainsi que de notre carré. On peut donc faire le tableau de signes de notre dérivée. Donc on fait une première ligne pour le x et son ensemble, une deuxième ligne pour le moins 2, une troisième ligne pour le cosinus de x, une quatrième ligne pour notre dénominateur qui est sous forme d'un carré et d'un réel, puis une cinquième ligne pour tout ce quotient et produit. On précise qu'on est sur l'intervalle 0pi. Seul le cosinus nous a donné des valeurs remarquables qui sont moins pi sur 2, pi sur 2. On les précise alors ici. On tire des traits jusqu'à la ligne de la dérivée. On met des zéros qui précisent que le cosinus de x va s'annuler en moins pi sur 2, pi sur 2. Et comme il est au numérateur, si on a 0 au numérateur fois 2, on aura donc 0 divisé par un nombre, on sait que ça donne 0. Et par conséquent, notre quotient, qui n'est rien d'autre que f de x, va alors s'annuler dès que le cosinus de x s'annule en ces deux valeurs. Maintenant, pour le signe, on sait que moins 2 est un nombre qui est strictement négatif. Donc, son signe, c'est toujours moins partout. Le cosinus de x, on a fait son tableau de signes ici, on sait qu'il est positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ici, on met un plus. Et ailleurs, comme on a précisé ça sur le tableau, attention ici, on est sur l'intervalle moins pi pi, donc ici on va mettre moins pi, d'autant plus que moins pi sur 2 n'est pas plus grand que 0. Donc c'est bien moins pi ici. Donc il faut faire attention toujours à vérifier ce genre de cohérence des résultats. Donc ici, on met à l'extérieur de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, le signe moins pour le cosinus d'après ce que nous avons dit ici. Et maintenant ici, on a le carré d'un réel. Le carré d'un réel est toujours positif, donc partout on va mettre que des plus, que des plus. Ensuite, on applique la règle des signes. Moins fois moins donne plus, fois plus, ça nous donne plus. Moins fois plus donne moins, et ce moins obtenu fois encore un plus, redonne moins. Ou bien plus fois plus donne plus, fois moins donne moins. Et pareil ici, moins fois moins donne plus, et ce plus obtenu fois plus nous donne plus. On obtient ainsi le signe de la dérivée de la fonction f sur l'intervalle moins pi pi. Et ensuite, on utilise notre rappel ici pour déduire les variations de f. Pour cela, on complète le tableau de signes de la dérivée en une partie variation de f pour obtenir alors le tableau de variation de f. Lorsque la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Et lorsque la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Ensuite, on n'a plus qu'à se rappeler de l'expression de la fonction f pour calculer les images de ces différents nombres. Pour f de moins pi, on remplace alors ce x par pi, ce qui nous fait alors 2 sur sinus de moins pi plus 3. Et soit on tape sur la calculatrice, ou soit on le lit rapidement. Quand on est en moins pi, le sinus c'est l'ordonnée qui vaut 0. On a donc 2 sur 0 plus 3, qui nous donne alors 2 tiers. On place alors 2 tiers dans notre tableau. Puis, pour f de moins pi sur 2, pareil, on remplace ce x par moins pi sur 2. Ce qui nous donne alors ce calcul effectué. Ensuite, on se place en moins pi sur 2, ou bien on tape sur la calculatrice. Quand on se place en moins pi sur 2, le sinus c'est l'ordonnée. L'ordonnée ici, de ce point, c'est moins 1. Donc le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc on remplace sinus de moins pi sur 2 par moins 1. Et avec le 3, on obtient 2 au dénominateur, donc 2 sur 2 nous donne 1. On écrit alors 1. On sait que 2 tiers est plus petit que 1. Donc, on est rassuré de voir que la fonction f croît de 2 tiers jusqu'à une valeur plus grande qui est 1. Ce qui nous reconforte dans l'idée que nos calculs ne contiennent probablement pas d'erreur. Et c'est rassurant, bien évidemment, le jour du contrôle. Si on n'a surtout pas le temps de tout relire pour corriger nos erreurs. Puis on fait la même chose avec pi sur 2, on remplace x par pi sur 2. Ici, le pi sur 2 se trouve là. Le sinus, c'est l'ordonnée du point qui vaut 1. Donc on remplace sinus de pi sur 2 par 1 et avec le 3, on a alors 2 sur 4 que l'on simplifie par 2 en 1 demi. Donc ici, on obtient 1 demi qui est plus petit que 1. Donc f décroît de 1 vers 1 demi. Ça reste cohérent et rassurant. Puis on finit avec l'image de pi. Pour cela, on remplace x par pi. Donc on a 2 sur sinus de pi plus 3. Et le pi étant au même endroit que moins pi, son sinus, lui aussi, il vaut 0 car c'est l'ordonnée de ce point qui vaut 0. On a alors 2 sur 0 plus 3 qui nous donne 2 sur 3. Et donc f croît de 1 demi vers 2 sur 3. Ce qui est rassurant car on sait que 2 sur 3 est plus grand que 1 demi. 1 demi c'est 0,5 et 2 sur 3 c'est 0,66666 à l'infini. Voilà, on obtient un tableau très cohérent et rassurant. Et bien évidemment correct.
qui nous donne ainsi les variations de f sur l'intervalle moins pi. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.